La Grèce vit et se vit comme une expérience. Et les Grecs se vivent comme des rats de laboratoire. La profondeur de la crise est beaucoup plus importante que le fameux krach de 1929. Donc c'est vraiment quelque chose d'inconnu. En revanche, la politique qui lui est appliquée est une politique qui n'apporte pas de résultats et qui creuse la récession, qui creuse les déficits, qui augmente la dette, qui fait baisser le PNB et qui fait perdre aux gens tout repère. Les gens qui sont là, la Troïka, sous prétexte valeureux, honnête, glorieux, de dire l'État grec dysfonctionne, l'administration grecque dysfonctionne, on veut qu'elle fonctionne bien pour que les impôts rentrent et que ce pays fonctionne. En fait, ce n'est pas du tout sa préoccupation. Sa préoccupation est c'est que les créanciers de ce pays, qui ne sont pas des investisseurs, mais des créanciers qui ont forcé la Grèce à emprunter pendant des années, alors que l'économie était fragile, eh bien, que ces créanciers soient remboursés. C'est ça leur seule préoccupation. Mais ce que absolument personne, ou pratiquement personne, ne se préoccupe, c'est des conséquences sur la société grecque. Un exemple. Ça fait 3 ans que les Grecs ne se chauffent plus. 3 ans. 3 ans que les écoles ne sont plus chauffées. Mon fils, il a passé son bac avec une mitaine, avec un bonnet, une écharpe et un anorak du mois de novembre au mois de mars. Il faut encore rappeler que les salaires et retraites grecques ont baissé entre 35 et 60%. Et c'est juste intenable. La Troïka est devenue la bête noire, à tel point que le Parlement européen organise une session extraordinaire sur son action. Les parlementaires nationaux interpellent les responsables européens. Je voudrais poser certaines questions, et j'espère des réponses. Elles s'adressent à la Commission et au Conseil. Êtes-vous satisfait des résultats du programme que vous avez imposé à la Grèce, déclenchant une terrible récession, un chômage énorme et une crise humanitaire grave? Pourquoi avez-vous attendu 4 ans pour vous rendre compte que la Troïka en Grèce n'a pas de légitimité démocratique ni de contrôle démocratique? Pourquoi reportez-vous tous à plus tard, à une date ultérieure, la question de la dette? Je suis absolument certain que si les Grecs n'avaient pas mis en œuvre le programme d'ajustement, la situation en Grèce serait bien pire aujourd'hui. J'en suis persuadé. Nous sommes tout à fait conscients des sacrifices et des difficultés qu'a connues la Grèce. Mais je vous l'assure, si l'on envisageait que la Grèce ne soit plus dans la zone euro, ou plus dans l'Union européenne, elle devrait mettre en œuvre un programme tout à fait similaire. Alors, entendre dire que le programme de la Troïka a été couronné de succès, moi je dis non. Il n'y a pas de succès pour des populations qui se retrouvent dans la pauvreté, qui sont plus pauvres qu'elles n'étaient il y a des années. Le Parlement européen doit comprendre l'origine de ces déficits et ne doit pas gouverner contre l'intérêt des citoyens. Lorsqu'un pays ne peut plus se procurer de l'argent sur les marchés financiers, lorsque ses activités en matière de formation, de santé, de sécurité sociale ne peuvent plus être garanties, lorsqu'il n'a plus de crédit pour la croissance, pour l'emploi, pour l'investissement, que faire? On a besoin d'un mécanisme, quel qu'il soit, de façon à assurer la continuité de ces activités. On a vraiment franchi tous les records historiques. En 3 ans, on a triplé le chômage. On a augmenté la pauvreté jusqu'à un niveau vraiment étonnant dans certains pays. L'émigration des jeunes est massive, dans le cas de l'Irlande comme dans le cas de l'Espagne. Nous perdons une génération complète. Des hôpitaux ont fermé. On a vraiment manqué les objectifs de l'Europe 2020. Sans solidarité vis-à-vis de la périphérie de l'Europe, l'Europe ne sauvera pas sa monnaie. L'Europe ne sauvera pas sa devise, ni son économie, ni sa société. Elle perdra tout simplement de vue son projet. Merci.
Comment ces programmes ont-ils vu le jour? Tous ceux qui sont concernés se sont mis d'accord. Pour autant que je sache, les parlements grecs, portugais, espagnols, irlandais ont voté ces programmes. Je ne vois pas où est le manque de légitimité démocratique. Nous devons plutôt nous demander si ces programmes ont été couronnés de succès. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que ces programmes ont atteint les objectifs que nous avons imaginés? Là, on peut émettre des doutes. C'est de ça qu'on doit discuter. Et c'est précisément le rôle des parlements nationaux et européens. Et je ne vois pas ce qui pourrait nous en empêcher. Il faut juste arrêter de prétendre qu'il y a des pouvoirs obscurs qui nous empêchent de remplir notre rôle de parlementaire et de mener ce débat. Als Parlamentarier in dieser Auseinandersetzung wahrzunehmen. L'Europe déçoit. Les programmes d'austérité ont été mal menés et mal expliqués. L'Europe apparaît comme un monstre malfaisant qui menace les peuples en difficulté. On assiste dans toute l'Europe à la montée des partis nationalistes. Les partis anti-finance et eurosceptiques gagnent du terrain. La nouvelle aube dorée de l'hellénisme se lève. L'heure est venue pour ceux qui trahissent leur patrie d'avoir peur. Nous arrivons. Il faut libérer l'Europe du monstre de Bruxelles. Nous voulons être maîtres chez nous. Nous allons assister à une réaction contre la finance libérale. Comme dans les années 20, ça va être affreux. C'est déjà affreux en Grèce, affreux en France. Il y a beaucoup de pays où les gens se disent « Si l'État ne s'occupe pas de mes intérêts, s'il ne s'arrange pas pour qu'il y ait du travail pour mes jeunes, alors il faut un homme fort pour le faire, pour assurer ma sécurité et la sécurité de l'emploi de mes enfants. Et je me fiche de quelle sorte d'homme fort il s'agit. S'il est fasciste, je m'en fiche. S'il assure ma stabilité et celle de ma famille, je voterai pour lui. Je crois que c'est ce qui va se passer. Et je ne crois pas que nos leaders perçoivent réellement la menace qui est en face de nous. La Commission européenne a imposé des politiques d'austérité à la Grèce, à l'Espagne, à l'Italie, au Royaume-Uni, qui sont des politiques négatives, qui sont des politiques qui sont en train de tuer l'ensemble de la construction européenne, de la dynamique européenne et la réalité économique de ces pays. Ce qui est fait sur la Grèce est absurde, dangereux, littéralement insensé d'un point de vue économique et ne répond qu'à des réflexes idéologiques sans aucun résultat. Si vous tuez la richesse, si vous faites s'effondrer la richesse d'un pays, si la dette bouge très peu ou est très peu réduite en haut, en fait, vous alimentez la dynamique de la dette. C'est exactement ce qui s'est passé en Grèce. La dette grecque continue d'exploser au fur et à mesure qu'on impose ces politiques d'austérité. Aujourd'hui, les mentalités changent. Les politiques d'austérité sont de plus en plus remises en question. Mais quelle solution reste-t-il à l'Europe pour résoudre cette crise? Sur quels mécanismes économiques? Sur quel rouage peut-on agir pour freiner cette machine dette? Il y a une solution douce, c'est l'inflation. Et c'est une solution qui a été souvent privilégiée parce que c'est beaucoup plus insidieux. Il suffit d'accroître la masse monétaire et de laisser monter les prix pour mécaniquement abaisser le taux d'endettement des États. Les États-Unis n'ont jamais remboursé leur dette. Jamais. Alors pourquoi ils ne remboursent pas leur dette? Tout simplement parce que le jour où on leur dit il faut que vous nous remboursiez ce qu'on vous a prêté, ils baissent le dollar. Ils font baisser le dollar, et donc ce que vous leur aviez prêté 100, ils vous disent je vous rembourse 50, mais c'est la même chose parce qu'entre-temps, le dollar a été baissé de moitié. Je caricature, mais c'est un petit peu comme ça que les Américains fonctionnent. Il faudrait presque conseiller à la zone euro d'être un peu comme les Américains, c'est-à-dire d'utiliser le taux de change pour faire un peu... pour donner un peu de souplesse à la capacité de rembourser sa dette. C'est une solution qui a été effectivement utile
qu'on a retrouvées après la guerre de 14 ou après 1940 et qui a permis de résoudre pas mal de difficultés. Après la Seconde Guerre mondiale, les dettes de la France et de l'Allemagne étaient 2 à 3 fois plus élevées qu'aujourd'hui. Mais la croissance et l'inflation vont littéralement absorber ces dettes. En France, en 1945, 1946, 47, 48, 4 années de suite, on a plus de 50% d'inflation en France. Donc 4 années de suite, les prix d'une année sur l'autre augmentent de 50%. 4 ans plus tard, ça veut dire que les prix ont été multipliés par 3, la dette publique ne représente plus rien du tout. Parce que la dette publique qui en 1945 représentait plus de 100% du PIB, donc encore plus qu'aujourd'hui, en 1950, elle est inférieure à 20% du PIB. Donc la dette publique a été détruite. Cette solution n'est pas totalement abandonnée, sauf qu'en Europe, elle n'est plus praticable à cause du système de l'euro qui interdit ce genre de dépréciation de la monnaie entre pays, puisque l'euro est la monnaie unique. En rejoignant la zone euro, un État abandonne le droit de battre monnaie, comme on disait de façon ancienne. Abandonner cet outil, c'est renoncer à un outil qui est potentiellement utile et surtout se ligoter les mains dans des situations où il serait nécessaire qu'elle ne soit pas ligotée. Dans le passé, l'inflation, l'utilisation de la planche à billets, a laissé des traces indélébiles dans les mémoires. Il faut remonter à 1920.